Je vous en prie. Ça marche. Bonjour. Alors, moi j'ai choisi de vous partager ce qui se fait et ce qui se dit aussi dans l'espace de médiation familiale. Alors, au travers d'un outil qu'on pourrait qualifier d'un outil de médiation, un outil médiateur, un objet flottant pour ceux qui connaissent. Alors, il faut savoir que cet outil, je vais bientôt vous dévoiler, n'est pas un outil utilisé comme un outil de compréhension ni d'interprétation. C'est vraiment quelque chose qu'on co-construit avec les parents et les enfants quand ils viennent en médiation. Alors je vais vous en parler, mais dans un premier temps, voilà, pour introduire mon propos, je vais vous dire un peu ce que je dis aux parents et aux enfants qui entrent en médiation familiale. Une des premières choses que je pose en médiation familiale, c'est le cadre, et un des éléments du cadre qui est vraiment pour mon confort et celui des gens que j'accueille, c'est la confidentialité. Donc voilà ce que je dis tout simplement aux personnes qui rentrent en médiation. L'espace de médiation familiale, c'est un espace qui est confidentiel et la confidentialité n'est pas le secret. Voilà, le médiateur déteste le secret pour une question de posture. Ça, c'est vraiment ce que je dis donc, aux parents. Et donc je leur dis, ça sert à rien qu'on cadenasse tout ce qui va se dire dans cet espace parce que probablement que vous-même, vous auriez besoin de parler à l'extérieur de ce qui est en train de se dire dans cet espace. La différence, c'est qu'à partir de maintenant, puisqu'on est tous ensemble dans la même pièce, vous allez avoir la responsabilité de la relation à l'autre et de ce que vous direz de lui, de ce que vous direz d'elle à l'extérieur. Donc la notion de responsabilité, j'y reviendrai à la fin de mon propos. Et puis je continue, je leur dis, en ce qui me concerne, je dois vous dire que je ne travaille pas seule, voilà, et que si la nécessité se fait, je vous guiderai ou j'irai chercher moi-même des professionnels qui peuvent vous aider. Si vos enfants sont en danger, si j'ai des clignotants, des alertes, je solliciterai l'aide de services, et donc je peux déjà citer la CASED, qui est le service de dans le département, parce que moi je ne peux pas travailler toute seule dans mon coin. Ça c'est une partie que je dis en médiation. Alors, sur la question des violences intrafamiliales, dans le domaine d'intervention de la médiation, ça doit être éclairé à la lumière d'un double enjeu. Le premier, on l'a entendu ce matin, c'est qu'avec la séparation, il y a un risque majoré que le conflit perdure après cette séparation et qu'il se transforme en haut conflit. Alors deux mots sur le haut conflit. Il se définit par sa durée, par son intensité, par sa persistance, à envahir aussi tous les systèmes. Donc d'une part le système familial, d'autre part le système professionnel, le système scolaire. Et quand je dis le système professionnel, y compris de ceux qui accompagnent. Donc, on l'avait entendu ce matin, Maître Diaz en parler, on se retrouve avec des parents qui, après 7 ans, 10 ans de séparation, ressollicitent fréquemment le juge aux affaires familiales, il y a les services de la protection de l'enfance, et donc tous ces professionnels arrivent plus ou moins à se coordonner, et on se rend compte qu'effectivement, on arrive à un stade qui devient très compliqué. Le second enjeu, c'est autour d'enjeux de société. Alors, se séparer, oui, ça les conjoints l'ont bien compris, mais continuer d'être parents ensemble, qui est quand même aussi une injonction, ça c'est beaucoup plus compliqué pour les parents qui, de surcroît, deviennent des ex-conjoints, et ça, certains d'entre eux n'y sont pas prêts. Alors le risque pour l'enfant, il est polymorphe, il est multiforme. Certains parents, ils y voient une obligation de réussir leur séparation. Je précise qu'il y a certains parents qui y arrivent quand même. Mais ça implique aussi que dans les représentations qu'on a, c'est qu'on va être dans une surcommunication, une hyper-présence, le temps où on accueille les enfants à son domicile et qui conduit parfois à des burn-out parentales, notamment aussi, et on le voit de plus en plus dans les services de médiation quand on a des parents qui viennent avec leurs adolescents. Pour d'autres, c'est imaginer en lien avec leur histoire qu'il va falloir se taire, qu'il va falloir accepter, qu'il va falloir s'accommoder et donc passer sous silence déjà leurs propres besoins et puis de surcroît les besoins des enfants. Et à ce moment-là, il peut y avoir aussi une bascule, qui à mon sens est souvent non intentionnelle, au nom des souffrances passées. Et là, on peut utiliser l'enfant comme un intermédiaire, comme un facteur, comme dépositaire des émotions. Et là, on entend des phrases comme « t'es comme ta mère, tu passes vite à autre chose, t'es comme ton père, tu m'as jamais aidé ». Et là, on bascule sur la violence qui est difficile à décrire, mais qu'on pourrait presque nommer de violence ordinaire, et qui est terriblement dure pour l'enfant. Alors, j'en viens à mon propos de départ, je vous partage donc ce fameux outil qui s'appelle les liaisons. Voilà, alors pour ceux qui s'attendent à quelque chose de très compliqué, je fais avec
papier moyen du bord, c'est des feuilles de papier et des boutons. Alors au démarrage, en fait, je pose le cadre avec toutes les personnes qui sont avec moi en médiation, parents, enfants, parents et enfants, parents ou enfants, parents seuls. Et je vais demander à chaque parent de se situer par un petit bouton dans la première maison. Alors vous allez voir, donc là je crois que vous voyez très mal, mais c'est la maison de Bruno, la maison de Françoise. En médiation, on appelle les gens par leur prénom, notamment parce que au début de ma pratique, quand je disais monsieur et madame, après les gens en médiation, ils s'appelaient monsieur ou ils s'appelaient madame. Donc dans la vraie vie, les gens ne s'appellent pas monsieur, madame quand ils ont vécu 10, 15, 20 ans ensemble. Voilà. Donc je les appelle par leur prénom. Donc ils mettent leur petit bouton dans leur maison individuelle et je leur explique les consignes. Et avec leur récit, en fait, on va travailler sur la narrative, la narration, et on va essayer de situer un peu l'ensemble de la famille aux différents niveaux. Bon, la maison de Bruno, la maison de Françoise, c'est assez clair. La maison des parents, c'est la maison où seuls les parents se retrouvent pour parler, pour penser les besoins de leurs enfants, en dehors de la présence des enfants. Alors, il faut bien se dire que certaines fois, c'est l'enfant même qui a fait couple, qui a fait le couple. Hein, donc, il y a des couples qui naissent comme ça. Et dans cette maison, on va trouver tous les enjeux de la parentalité, les attentes sociétales, les modèles familiaux et culturels. Et on va travailler aussi à des choses très concrètes après le visuel, à déterminer comment on va se rendre dans cette maison des parents, à quel moment et si on doit s'y rendre en même temps. Et en haut, vous avez la maison des ex-conjoints ou des ex-amoureux. Alors, en fonction de qui est présent, j'adapte aussi mon vocabulaire. Et donc, normalement, en haut, il n'y a pas non plus les enfants. Il faut savoir qu'en médiation, on ne reçoit pas toujours les enfants. Pour autant, ils guident majoritairement nos échanges, hein, parce que ça, c'est important à la prise en compte de leurs besoins. Et les médiateurs, ils sont très vigilants. Et puis, on a la maison des nouveaux amoureux qui se retrouvent soit sur la droite, soit sur la gauche. En fait, on fait autant de maisons possibles que de configurations familiales possibles. Et puis, chacune des personnes qui se trouvent dans l'espace de médiation, et y compris moi, parce que je fais partie du système, est invitée à positionner les personnes dans ce qu'on entend de leur récit. Les enfants sont très très forts à l'outil des maisons, et parfois les parents ne sont pas prêts non plus. Alors moi, des fois, j'entends, voilà, je demande, je vais vous dire concrètement, je demande toujours aux enfants ce que leur père leur a dit la semaine dernière. Voilà. Ben moi, je prends le père et puis je place le bouton dans la maison de la mère. Et je questionne. Est-ce que vous êtes à l'aise, Françoise, avec l'idée que Bruno vienne chez vous alors qu'il n'est pas invité? Que pensez-vous que les enfants pensent quand vous leur demandez de raconter ce que dit leur père? Alors là, je suis un peu cruelle, je double le verbe, ce qui fait que souvent les parents ont un petit temps où ils se disent qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, mais ça permet aussi de continuer sur la réflexion et de donner de l'information au système. Moi, je ne vais pas penser pour eux, donc je les invite vraiment à avoir cette réflexion. Quand on a des enfants, on peut poser ce type de question. Est-ce que tu apprécies quand ta mère s'invite chez ton père? Hein, parce que quand on entend des choses, on va placer madame chez monsieur. Et ça, souvent, les enfants, ils expliquent, et en présence des parents, que c'est très compliqué pour eux, notamment parce que 3 minutes avant, tout le monde était dans la salle d'attente et les parents ne se sont pas dit bonjour, ou que, arrivé le vendredi ou le dimanche, au moment de déposer les enfants et la valise, il n'y a rien qui se dit. Et ça, c'est presque le moins pire, hein, parce que parfois, ça peut être des insultes aussi. Donc, c'est vraiment l'idée de donner de la circularité dans l'information et de permettre aux parents aussi de visualiser ce qui se joue quand on pose toutes ces questions. Des fois, il y a des parents qui, j'entends, hein, on est toujours avec nos maisons. Voilà, j'ai dit aux enfants que j'étais étonnée que tu partes en vacances avec Mélanie. Mélanie, c'est la nouvelle compagne de monsieur. Alors que tu ne l'as jamais fait avec moi. Là, c'est un triple combo, 150 points pour les parents. Hein. Les enfants, ils sont amenés dans la maison des ex et des nouveaux amoureux, tout autant que l'ex se retrouve aussi dans la maison des nouveaux amoureux. Donc là, je ne vous dis pas, ça fait beaucoup trop de personnes dans la maison en haut. C'est surtout pas au bon niveau. Et puis, parfois, j'entends, tu diras à ta mère que si elle veut que je paye la cantine, il me faut une facture. Je vais voir si vous avez suivi. Où est-ce qu'on mettrait les enfants? J'entends pas. Dans la maison des parents. Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez dit. Très bien, merci. Alors j'avance encore dans mon propos. Ce n'est pas un outil qui a pour but de culpabiliser les parents, mais
les responsabiliser, c'est ce que je vous disais au démarrage. Il y a souvent un amalgame entre ces deux mots. La culpabilité, ça renvoie à la faute. Hein, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait cela. C'est pas la peine d'en rajouter. J'ai des parents qui arrivent en médiation qui sont ultra épuisés. La télé, les réseaux sociaux, les amis, la famille, tout ça se charge de nous culpabiliser et le fait très bien. Mais étymologiquement, c'était le moment très difficile de mon propos, c'est bon, j'ai passé. Responsable vient du mot respondere qui veut dire se porter garant, répondre d'eux. Et quand on répond de ses actes et qu'on en supporte les conséquences, eh bien, on a la possibilité de faire changer les choses, d'être le premier à faire un pas, et c'est important aussi parfois d'être le seul à faire un pas, et ça c'est important. Donc c'est formidable parce qu'on n'est plus coupable, mais on est responsable. Alors ces maisons, elles aident à plusieurs niveaux, et souvent ce qu'on pense en médiation, c'est qu'on travaille à la convergence. Eh bien non, en médiation, on travaille beaucoup à la différenciation, à la construction des frontières, à l'éclaircissement de celles-ci. On n'est plus un couple, mais on reste une famille qui est aujourd'hui différente. Et donc on va travailler à ça. Et surtout, on va aller valoriser ces différences quand on peut en présence de l'autre. Ça, c'est quand même une chance qu'on a. C'est aussi possible de nommer qu'une coparentalité n'est parfois pas réalisable dans l'état actuel des choses, mais qu'on peut travailler à une parentalité en parallèle. Alors je dois vous dire que là, je vous parle de parents qui, malgré les violences, malgré des émotions fortes comme la colère, sont dans une forme symétrique complémentaire, haut, bas, d'accord, pas d'accord. Alors bien sûr, ce matin, on l'a entendu, hein, ça monte, ça fait des échelles jusqu'à ce que ça explose, mais ce n'est pas une posture rigide de domination ou de soumission. Donc je vous redis sans quoi la médiation dans cette forme-là n'est pas possible, même si aujourd'hui, on travaille, j'ai des collègues qui expérimentent des médiations navettes en présence des avocats et des parents, mais de manière différenciée. Voilà. Et puis, ça permet aussi parfois pour les parents, quand c'est pas possible, parce qu'il y a de la violence, de l'entendre de la part d'un autre professionnel, notamment parce que souvent, là, les violences, on va les nommer, elles vont être contextualisées, et que nous, on va pouvoir orienter vers nos collègues juristes, vers les avocats, vers les psychologues, notamment dans l'aide aux victimes, mais aussi pour le biais des auteurs. Cet outil sert aussi à introduire toutes les notions de valeur, de croyance, de système d'attachement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans la maison des parents, on vient aussi travailler à qu'est-ce que j'ai reçu en tant qu'enfant, quand j'ai été enfant, parce que parfois aussi, il y a des séparations qui se sont mal passées, et donc quand la séparation arrive et quand les personnes sont adultes, il y a des choses qui remontent, qui réémergent. Ça permet aussi de qu'est-ce que j'ai donné en tant que parent, quand on était encore ensemble, quand on était une famille. Qu'est-ce que je suis en tant qu'homme, en tant que femme, quand on va travailler ces systèmes d'attachement. Dans la maison des ex-amoureux, on va reprendre toute la question du mythe fondateur du couple et de la question du deuil, de ce mythe. L'idée, c'est vraiment, ça je le dis aux parents, il ne faut pas demander à vos enfants de régler la facture, c'est pas du tout le bon destinataire. La médiation, bien sûr qu'elle, je pense que vous l'avez compris, elle s'éclaire d'approches sociologiques, anthropologiques, psychologiques, de droit, bien entendu. Nous, on ne peut pas se contenter de la grille de lecture, et je crois que c'est ce qu'on a entendu aussi tout au long de la journée, parce que ce serait beaucoup trop réducteur. Il faut vraiment voir la compréhension du système global. Alors, dans la question de la médiation et les questions de la neutralité, c'est un terme qui est un peu galvaudé à la première lecture. La neutralité, ça ne signifie pas qu'en tant que médiateur, on ne ressente rien, qu'on est sur un mode avion et puis qu'on écoute et puis voilà. C'est juste qu'on n'a pas de projet pour les enfants. Alors pourquoi je conclue par ça? C'est parce que cette écoute inconditionnelle de l'autre, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il a compris et dans ce qu'il a mis en place pour survivre, c'est qu'on pense que ce qu'il a mis en place, que ce soit le parent ou l'enfant, il l'a mis en place parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de faire ça. Et donc ce regard, on l'espère, encourage l'autodétermination des personnes, leur pouvoir agir et à prévenir les